Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h. Bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de ce lundi 30 octobre. Au sommaire de l'actualité. Discussion sur la coopération tripartite entre Djibouti, l'IGAD et l'Union européenne. C'était ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Et arrivé hier soir de nouveaux trains électriques reliant la capitale djiboutienne à la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Et le président sortant Uhuru Kenyatta réélu avec plus de 98% de voix. Nous allons revenir donc sur cette information dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre ce matin. Donc c'est tenu au Djibouti Palace Kempinski, une journée intitulée Journée sur la coopération Union européenne Djibouti IGAD, une cérémonie donc co-présidée par le Premier ministre Abdelghadil Kamel Mohamed et l'ambassadeur de l'Union européenne en République de Djibouti Adam Koulacha, et ce en présence du ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Dawale et du secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD Mahboub Mouallin. 4 grands thèmes donc étaient à l'ordre du jour de cette présentation de l'état des lieux de la coopération Union européenne Djibouti-IGAD, à savoir les projets d'infrastructure de l'Union européenne ainsi que d'autres projets entrant dans le cadre du 10e et 11e Fonds européen de Djibouti, la Fed. Sans oublier donc les projets du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Est et enfin les projets de l'Union européenne en partenariat avec l'IGAD. Citant parmi les projets de l'Union européenne exécutés à Djibouti, le projet de construction d'une usine de dessalement, le projet d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie et la station d'épuration de Douda. Étaient présents cette journée sur la coopération UE Djibouti-IGAD, outre le Premier ministre, les membres du gouvernement, les représentants des ambassades des États membres de l'Union européenne, l'ensemble du corps diplomatique accrédité à Djibouti et les représentants des organismes nationaux et internationaux. Situé dans la région perturbée par des conflits, la Somalie, Yémen, les perturbances régionales dans d'autres pays de la région, votre pays a quand même su de conserver la stabilité qui est nécessaire pour continuer à mettre en œuvre des réformes qui sont nécessaires pour se développer. Mais Djibouti est aussi un membre très responsable de la région qui sait que la paix et la stabilité régionale ne peut pas se faire sans la coopération, ne peut pas se faire sans le dialogue, ne peut pas se faire sans la médiation, et votre pays a servi dans ce sens depuis le début de l'histoire de l'IGAD, depuis le début de l'histoire de l'indépendance des pays de la région. Et de son côté, le ministre des Finances, en sa qualité de coordinateur des fonds de développement de l'Union européenne, Ilyas Moussa Dawale, a fait le point de l'ensemble des projets soutenus par l'Union européenne dans le cadre du 11e FED ou Fonds européen de développement. Nous l'écoutons. The relationship between IGAD and the European Union, I must tell you, is growing from strength to strength. 15 out of 51 ongoing projects, the major ones. Ce partenariat ACP-Union européenne couvre le domaine de coopération au développement, mais aussi le domaine économique, commercial, politique et sécuritaire. Notre pays a toujours mis un point d'honneur au bon fonctionnement de ces partenariats, car comme tout partenariat, il implique le respect des engagements mutuels, une redevabilité mutuelle et donc nécessairement un dialogue permanent sur le suivi des 10 engagements. Je note avec beaucoup de satisfaction que ce dialogue franc et sincère a toujours abouti à une collaboration fructueuse entre la partie djiboutienne et l'Union européenne. Courant 2017, 2 conventions de financement et un contrat ont été signés pour un montant total de 123 millions d'euros. Il s'agit notamment du projet d'assainissement pour un montant de 23 millions d'euros et du projet résilience d'une valeur de 27 millions d'euros et enfin du contrat de 73 millions d'euros pour le projet de dessalement de l'eau de mer. Pour cette année, 6 conventions de financement sont en cours de formulation et sont prévues
pour être signé au plus tard dans le premier trimestre 2018. La cérémonie qui nous réunit ces jours, comme vous le savez, se tient au moment où les préparatifs des négociations sur l'avenir du partenariat entre les pays ACP et l'Union européenne sont en cours. J'ose espérer que le nouveau partenariat prendra en compte les défis que l'Europe et l'Afrique ont en commun, notamment la problématique de la migration et de la mobilité. En effet, le recensement général de la population de Djibouti effectué il y a quelques années indique un taux de plus de 20% d'étrangers sur le sol djiboutien. Ce taux, qui est l'un des plus élevés au monde, illustre la tradition d'accueil et d'hospitalité de notre pays. Il constitue également un facteur de solidarité vis-à-vis de ces pays voisins. Zone de transit pour les candidats à l'émigration vers l'Europe et les pays du Golfe. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamil a indiqué donc que les efforts des pays européens à promouvoir les projets de développement économique sur le plan régional servent aussi à préserver la paix et la stabilité. On l'écoute. Cette assistance de l'Europe a été apportée à la création et au fonctionnement de cette institution régionale de développement. Au fil du temps, l'IGAD s'est avéré être un outil essentiel de dialogue et de recherche de la paix entre tous les pays membres de l'Afrique de l'Est qui y participent. C'est ainsi un appui sans équivoque à la politique du président de la République. En effet, le président Ismaël Omar Guelleh s'efforce d'instaurer la coopération et le dialogue entre tous les peuples de la sous-région pour renforcer ou rétablir une paix durable dans la sous-région. Nous savons tous, en fait, qu'il n'y aura pas de retour à la paix en Somalie sans un apport financier important pour le développement de ce pays. Il n'y aura pas non plus de restauration ou de maintien de la paix en Afrique de l'Est si les peuples ne se perçoivent pas que leurs intérêts doivent être liés aux intérêts des peuples voisins. Or, pour cela, il est impératif de financer le développement régional. La coopération économique et financière entre tous les pays de la Corne de l'Afrique sera le moyen d'établir une paix définitive dans cette région. Ce sera aussi le moyen de rapprocher les peuples. Le gouvernement djiboutien en est pleinement conscient. De nombreux gouvernements des pays membres de l'IGAD en ont même la clairvoyance. Le soutien financier de la communauté internationale doit donc intervenir massivement pour conforter ces orientations et ainsi écarter toutes sortes de conflits dans les pays de la sous-région. La communauté européenne a donc un rôle majeur à jouer pour atteindre cet objectif. Et les grands pays qui la composent et qui ont été à l'origine de la création de l'Europe, avec lesquels nous avons en outre une coopération bilatérale importante, doivent être le moteur de renforcement de la coopération régionale au sein de l'IGAD. Et donc nous allons revenir sur cette cérémonie tripartite entre Djibouti, l'IGAD et l'Union européenne avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Donc vous qui avez suivi la cérémonie avec nous et les interventions des différents responsables. Alors qu'est-ce que cette coopération tripartite veut dire pour Djibouti, Fardous? Ahmed, tout d'abord donc ce que l'on peut retenir de cette coopération tripartite Union européenne, Djibouti, IGAD, c'est surtout la consolidation de la paix, la stabilité, la sécurité, l'intégration régionale à travers le financement de projets de développement à caractère social comme ceux exécutés en partenariat avec l'Union européenne. Sans la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable ou encore la sécurité, la précarité, sous toutes ces formes, il est difficile de mettre en place un quelconque développement. Ce sont ces projets d'appui aux populations nécessiteuses, notamment dans le domaine agropastoral, la lutte contre la
sécheresse, la soif s'avère difficile de prendre en charge, notamment que ces populations de ces régions sont en même temps régulées par des causes profondes de déplacement comme les migrations irrégulières. Ainsi donc, sans une assistance efficace, efficiente, il y aurait encore et toujours des conflits moins récurrents par-ci par-là, donc à cause de ces conflits qui généreront à leur tour des déplacements à un rythme effréné des populations donc qui transitent par le niveau, soit donc par le niveau terrestre que par la mer, avec leur lot quotidien donc de morts mais surtout de disparus. C'est en ce sens qu'a apporté l'intervention, donc comme nous avons donc écouté tout à l'heure, le Premier ministre qui a surtout exhorté l'Union européenne, Ahmed, et les autres partenaires économiques à investir et financer les projets socio-économiques aidant à renforcer la paix et le bien-être pour un meilleur rapprochement des populations de la région. Notons donc notre pays, comme l'a souligné Adam Koulak, le représentant de l'Union européenne à Djibouti, de par sa position géostratégique, jouit d'un privilège donc de stabilité politique, comme par exemple de sa tradition donc de terre d'échange, de rencontres, un facilitateur incontournable des opérations de toute nature, tant au niveau régional qu'international. Notons enfin donc que la mise en place d'un fonds d'urgence pour l'Afrique de l'Est est destiné à lutter contre la migration clandestine et la création d'opportunités économiques et d'emplois dans la région. En bref, donc espérons donc que cette réunion tripartite entre l'Union européenne, Djibouti et l'IGAD portera ses fruits pour un meilleur avenir, une stabilité durable et un renforcement effectif de la paix, notamment en Somalie voisine. Merci Fardous. Dans le reste de l'actualité, sous la présidence du député Charmak Moussa Arré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie ce lundi dans la salle de commission afin d'examiner le projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État de l'exercice 2017. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Bodé Ahmed Roblé, accompagné donc des hauts responsables des différents départements du ministère. Le président de la commission a pris la décision d'examiner ce projet de loi en 2 réunions afin d'étudier minutieusement les recettes et les dépenses. Et donc lors de la réunion, la première réunion qui a eu lieu hier, donc dans la salle de commission de l'Assemblée nationale, le budget rectificatif de 2017 est présenté en équilibre et il est arrêté donc en recettes et en dépenses à un total de 131 milliards 646 millions, soit une augmentation nominale de l'ordre de 10 milliards 821 millions de nos francs. Et selon le ministre, cette augmentation est due aux recettes intérieures, notamment la vente de logements et des dividendes. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a participé donc hier à la réunion des ministres des Affaires étrangères et des chefs d'état-major généraux des États membres de la coalition soutenant la légitimité du pouvoir au Yémen ou du président Abdurrabou Mansour Hadi. Alors cette réunion, Fardous, donc, a réaffirmé la nécessité d'appuyer le gouvernement légitime du Yémen afin qu'il puisse étendre sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire, mais a également parlé des réparations financières dues aux familles des victimes des raids aériens imprécis. Effectivement, Ahmed, comme vous le dites, donc les participants à cette réunion se sont penchés sur le renforcement de la coordination des opérations humanitaires, mais aussi politiques et militaires de la coalition en vue de poursuivre la réalisation des objectifs fixés afin de permettre au gouvernement légitime d'étendre sa souveraineté sur tout le territoire yéménite. Ils veulent voir un Yémen indépendant, uni, mais surtout un État souverain. Ils ont également discuté des exigences de l'étape à venir pour consolider ainsi la paix et la sécurité dans la région et dans le monde. Cela passe donc par un meilleur contrôle du trafic maritime. Dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne a souligné que les pays de la coalition doivent donc redoubler d'efforts pour mettre fin à la souffrance du peuple frère yéménite et de lancer une vaste action arabe et internationale en vue de rétablir la paix et la sécurité, mais surtout la stabilité dans le pays. Donc le ministre a également saisi cette occasion pour réaffirmer la position de la République de Djibouti soutenant la coalition arabe visant à restaurer la légitimité du pouvoir au Yémen et à trouver une solution politique à la crise
sur la base de l'initiative des pays du Golfe et son mécanisme de mise en œuvre. Le ministre a aussi, Ahmed, donc parlé de la nécessité de préserver l'unité, l'indépendance, mais surtout l'intégrité territoriale du Yémen et d'empêcher donc toute ingérence extérieure. Merci Fardous. C'était dans les titres, donc arrivé à Nagad hier soir du train électrique reliant Djibouti à Addis Abeba, et c'est le train donc qui relie les deux pays, capitale Djibouti à Addis Abeba, qui est touché donc hier le quai de Nagad, où une joyeuse cérémonie a été organisée pour célébrer l'événement. Ce train électrique donc transportait des ministres et aux responsables des deux pays, lesquels avaient à leur tête les deux ministères donc des transports respectivement, le ministre djiboutien des Transports Mohamed Abdelkader Moussa Helem et le ministre éthiopien des Transports Ahmed Shideh. Ce train donc s'est arrêté dans plusieurs stations et gares de deux côtés de la frontière avant de parvenir à la gare centrale de Nagad. Et dans une interview donc accordée lors de cette cérémonie donc à la gare centrale de Nagad, le ministre éthiopien des Transports Ahmed Shideh a expliqué donc l'importance de la mise en service du nouveau train qui permettra donc de multiplier le volume des échanges et de l'import-export éthiopien. Le ministre éthiopien des Transports Ahmed Shideh a rappelé également que les économies des deux pays sont interdépendantes. Il a en outre évoqué les importants efforts de développement entrepris par les deux pays qui se sont aussi focalisés sur le renforcement des infrastructures. Et pour sa part, le ministre djiboutien des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a abondé dans le même sens, indiquant que le lancement de cette nouvelle ligne ferroviaire électrique a été voulu et décidé par les dirigeants des deux pays, qui fait donc du renforcement des infrastructures portuaires et ferroviaires des axes prioritaires de leur politique. Nous les écoutons. Lors de cette réunion bilatérale, nous avons abordé quatre points qui restaient en suspens. Surtout, le premier point consistait à mettre en place un accord juridique pour le poste commun que nous avons à Dawalé, pour que nos agents de police, douane puissent circuler librement. Ce serait un territoire extra. Le deuxième point sur lequel nous avons discuté était l'électrification de ces infrastructures qui va donner l'électricité, et nous avons finalisé aussi du côté avec les IPP côté éthiopien qui va octroyer l'électricité. Le troisième point était l'adoption des tarifs et la validation. Sur ces points, nous avons quelques petits commentaires encore et nous allons les valider très bientôt. En tout cas, il y aura un tarif temporaire pour 3 mois. En tout cas, ce sera un tarif vraiment très abordable pour les clients. Le quatrième point était les quatrième points sur lesquels nous sommes entendus encore, c'était la libre circulation pour nos deux peuples et de mettre en place un service public et rendre les clients heureux. Et il y a eu donc par ailleurs la signature d'une convention sur la gestion commune d'un poste frontalier avec Fardous, donc le ministre de l'équipement et des transports de Djibouti, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, que nous venons d'entendre. Le ministre des Transports de la République fédérale et démocratique de l'Éthiopie, Ahmed Shideh, ont signé l'accord bilatéral portant l'établissement d'un poste commun frontalier. Bien évidemment, donc Ahmed, cet accord de 3 ans de travail du comité d'experts des deux pays donc va permettre de rapprocher, coordonner et intégrer la gestion des deux postes frontaliers. Il facilitera ainsi le passage et la circulation des biens et des personnes à la frontière commune. Ce poste commun frontalier va éviter aux voyageurs et aux marchandises de s'arrêter donc à 2 reprises, ce qui réduira le temps d'arrêt et contribuera au développement des échanges commerciaux. Il va enfin favoriser l'intégration régionale. Les deux ministres des Transports ont lancé, rappelons-le, vendredi dernier à partir d'Addis Abeba, le démarrage de ce nouveau train électrique. Merci Fardous. Il faut rappeler donc que Djibouti dispose désormais de 6 ports qui sont mis à la disposition de l'Éthiopie pour soutenir sa croissance. Djibouti est relié par 3 corridors. Il s'agit notamment du corridor routier de Galafi, corridor routier et ferroviaire du Galilée d'Awalé et le corridor routier et ferroviaire Tadjoura Randa Balho Merelle. Tous ces projets donc sont faits pour développer la région, rapprocher les peuples et consolider la paix et la sécurité et permettre enfin à notre région de vivre dans la paix
paix, la prospérité et la sécurité. Toujours en nouvelle nationale, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a reçu aujourd'hui la directrice générale du département Afrique du ministère des Affaires étrangères du Japon, Mariko Kaneko. La directrice générale donc a été introduite chez le ministre par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai. En prit part à cette rencontre, le chargé politique de l'ambassade du Japon, M. Shota Kato, et le directeur des Affaires maritimes au ministère des Affaires de Transport, Ali Mirah Shehem Daoud. Les discussions donc ont porté essentiellement sur la coopération des deux pays. Il a été également l'occasion pour les deux parties d'enrichir la bonne coopération des deux pays. Le ministre a quant à lui saisi l'opportunité donc de cet entretien de soulever les projets que son ministère qui sont en pépineur et sur financement japonais. Sous le haut patronage du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est déroulé ce matin dans la grande salle de conférence au stade Gouled une réunion de travail, une réunion donc de concertation qui a regroupé sur place plusieurs dizaines de jeunes issus des mouvements associatifs de la capitale et des régions et plusieurs personnalités telles que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, madame le maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, et ainsi que de hauts gradés de la police nationale et des notabilités. Cette réunion de concertation, qui survient une semaine après la première rencontre similaire, s'inscrit dans la continuité des rencontres de ce genre visant à promouvoir les valeurs républicaines en allant du principe à la mise en œuvre de l'éducation civique qui leur a été inculquée. Et la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a pris la parole donc durant cette réunion et elle s'est sincèrement félicitée du thème retenu de l'événement de la journée. Elle a en outre insisté donc que sans civisme, on ne peut pas parler d'amour de la patrie. Nous l'écoutons. Vous n'avez pas les mêmes problématiques, vous n'avez pas les mêmes compétences et vous n'avez pas les mêmes besoins. C'est d'abord ça qu'il faut qu'on comprenne. Ce genre de discussion, et vraiment je félicite le ministère de la Jeunesse pour initier ces choses-là, mais moi je proposerai quelques interventions qui nous aideraient à pouvoir concrétiser ce genre de discussion. Pour commencer, le ministère de la Jeunesse, vu qu'il est l'initiateur, nous souhaiterions, nous en tant que membres du gouvernement, que nous puissions avoir une espèce de référence dans les quartiers de quelles sont les forces vives dans ces quartiers-là, que ce soit associatives ou jeunes leaders. Ensuite, au niveau de ces zones, ce qui serait intéressant, c'est que dans chaque quartier, au sein du CDC, et on voudrait vraiment que le CDC soit la porte d'entrée, au sein du CDC, on doit avoir cette numérisation écrite de qui est leader dans ces zones-là. Tout à l'heure, un jeune a parlé de la conviction de ce mode de citoyenneté, entre guillemets, parce que la citoyenneté, c'est quelque chose qui nous est propre, ça nous appartient, c'est pour nous. Mais vous, qu'est-ce que vous rendez à ce pays? Qu'est-ce que vous donnez comme échange? Vous êtes né, vous êtes en bonne santé, vous avez été éduqué, vous êtes dans des maisons, et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez donné comme plus-value pour ce pays? Et pour sa part, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, indiquait donc que cette approche inédite dans les perspectives de promouvoir et consolider les valeurs républicaines parmi les jeunes est prometteuse. markaabaad jawaabta keeni doontiin imika waad ballan qaadeen inaad hawlku kacaysiin laakiin actionkan waan eegaynaa insha Allah. Et clôturons la série des interventions, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, n'a pas hésité donc d'exprimer sa joie de voir la jeunesse s'enthousiasmer pour un thème qui nous interpelle tous, a-t-il dit, et à encourager cette jeunesse qui se targue d'une vocation républicaine à aller de l'avant en taclant les entraves auxquelles elle peut faire face. Nous l'écoutons. C'est pour discuter et après réfléchir sur les solutions apportées sur un thème qui nous interpelle tout le temps,
Vous avez écouté le président de la République lors de l'université d'été. Dans son intervention, il a soulevé un mot que tous les Djiboutiens aujourd'hui utilisent. C'est devenu à la mode. Le drapeau, il n'est pas respecté. Pourquoi la terre sur laquelle vous vivez n'est pas respectée? Pourquoi dans les quartiers, il y a toujours des problèmes? Pourquoi dans les quartiers, il y a des jets de pierres? Pourquoi aujourd'hui, dans les quartiers, il y a la drogue qui nous vient d'ailleurs? Donc, quelque part, aujourd'hui, on se dit musulman. Mais la religion, ce n'est pas comme ça. Il faut la pratiquer et la mettre en œuvre. Si on laisse passer quelqu'un qui jette des ordures, c'est que quelque part, vous encouragez à le faire. Ce n'est pas normal. Santé à présent, l'équipe mobile du centre médico-hospitalier d'Obok, conduit donc par le docteur Hassan Ibrahim, s'est déplacé dans les localités de Badoïtaïla, de Rora et de Warabad qui se trouvent dans le secteur de Wadi, en région d'Obok. En effet, durant 3 jours, l'équipe mobile d'Obok est allée à la rencontre des populations de ces localités enclavées afin de prodiguer des soins de santé de base. L'équipe mobile donc était composée d'un médecin, de laborantin, de sages-femmes et des infirmiers et ont pu prodiguer donc des soins à quelques 230 consultations adultes, à 140 enfants en pédiatrie, 13 femmes enceintes dans le cadre des consultations prénatales. L'équipe mobile d'Obok a par ailleurs diagnostiqué 6 cas des enfants atteints de la malnutrition modérée qui ont tout de suite été pris en charge par l'unité de la nutrition, et aussi 19 autres enfants ont pu recevoir leur dose de vaccin. Cette stratégie d'équipe mobile avancée mise en place par le ministère de la Santé afin de répondre efficacement à la nécessité d'offrir des prestations de soins de proximité au profit des populations nomades, mais aussi des habitants de localités éloignées et isolées dans les régions de l'intérieur. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Ali Abdullahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmed. Donc nous l'avons annoncé en début de cette édition. Au Kenya donc, le président sortant Uhuru Kenyatta a été réélu avec plus de 98% des voix. En effet Ahmed, l'information est tombée il y a quelques instants. C'est la commission électorale au Kenya qui a annoncé aujourd'hui la réélection du président Uhuru Kenyatta au scrutin du 26 octobre dernier, boycotté par l'opposition. Seuls 38,84% des 19,6 millions d'électeurs inscrits se sont mobilisés. Le scrutin s'était tenu jeudi dernier. Cette nouvelle élection boycottée par le principal opposant Raila Odinga a été libre, équitable et crédible selon la commission électorale kenyane. Mais la participation n'a atteint que 38,84% des 19,6 millions d'électeurs inscrits. C'est ce qu'a précisé la commission. À titre de comparaison, 80% des inscrits avaient pris part à l'élection du 8 août dernier, remportée par Kenyatta également face à Odinga, mais annulée le 1er septembre par la Cour suprême de Kenya. Et au Kurdistan irakien, on parle du pari perdu de Massoud Barzani. Eh bien, Massoud Barzani avait cru pouvoir imposer son rêve d'un Kurdistan irakien indépendant à Bagdad et aux autres puissances de la région, mais la réaction imposante et rapide du gouvernement irakien l'a contraint à démissionner. Le père de l'autonomie du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, quittera donc mercredi 1er novembre, sera après-demain la présidence de cette région. La perte de presque tous les territoires que le Peshmerga dispute à Bagdad a eu raison de son rêve d'imposer un Kurdistan irakien indépendant. À 71 ans, le leader toujours revêtu de l'habit kaki de combattant kurde a toutefois affirmé qu'il resterait un Peshmerga et défendrait les acquis du peuple Kurdistan. Mais Ali, alors n'est-ce pas le Parlement kurde qui avait récemment gelé ses prérogatives à la suite du référendum d'indépendance du 25
5 septembre dernier, qui a par la suite déclenché une crise sans précédent entre Erbil et Bagdad. Effectivement, donc aussitôt après les résultats, le gouvernement central irakien avait envoyé ses troupes pour reprendre le contrôle de toutes les zones situées hors de la région autonome dont les combattants kurdes avaient pris le contrôle depuis 2003. En quelques jours, la quasi-totalité de ces territoires sont repassés aux mains de Bagdad. Pire, en reprenant Ahmad, les puits de pétrole de Kirkouk au nord du pays, qui représentait quasiment la moitié des revenus de la région autonome déjà fortement endettée, Bagdad portait un coup fatal et dur à la viabilité économique du rêve kurde vieux d'un siècle de créer un État indépendant. Masoud Barzani, descendant d'une illustre famille, on le sait, de combattants pour l'indépendance par sans gloire, alors qu'il y avait donc un mois encore, ils haranguaient les foules en leur promettant l'indépendance de cette région, le Kurdistan irakien. Merci Ali pour toutes ces explications. Et pour clore cette édition, nous allons vous présenter les 5 plus belles villes au monde à découvrir, un classement qui a été réalisé par le Lonely Planet pour cette année 2017. Regardez, cela vous donnera peut-être l'envie de voyager et de découvrir d'autres horizons. Et c'est sur ces belles images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que la présentation vous a plu. Très bonne soirée et à très bientôt.